Bon, on va maintenant parler d'un sujet qui touche profondément tous les membres de la Fondation Holo. On le sait, la pandémie a eu des conséquences à divers niveaux sur chacun d'entre nous, mais pour les familles qui sont en situation de vulnérabilité, bien, les impacts sont beaucoup plus grands. On va parler donc de la hausse du prix du panier d'épicerie qui a des conséquences sur la des familles, sur le développement des tout-petits aussi. On va en discuter avec 4 expertes et experts qui vont mettre en lumière certains enjeux qui sont parfois peut-être moins visibles. Alors, je les invite à venir me rejoindre. Monsieur Jordan Lebel, professeur titulaire à l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia et co-directeur du Centre pour les études sensorielles. Madame Laure Saulet, professeure agréée au département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation et chercheure régulière au Centre Nutrice de l'INAF à l'Université Laval. Monsieur François Fournier, chercheur à l'Observatoire québécois des inégalités. Et enfin, Mylène Duplessis-Brochu, nutritionniste gestionnaire du volet communauté et famille à la Fondation Holo. Bienvenue à tous les 4. Merci d'être là. Merci. Alors, on va discuter, bien sûr, mais à la toute fin, il y aura une place là, pour que vous puissiez discuter avec nous aussi. Plein de questions pour vous. Je commence avec vous, Monsieur Lebel. On parle de la hausse du prix du panier d'épicerie. Il me semble qu'on en entend parler à tous les jours, que ce soit à la radio, dans les journaux. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive, ça? En marketing, en relations publiques, on dit souvent « Don't let a good crisis go to waste ». Il faut savoir saisir les quelques côtés positifs d'une crise comme on connaît. S'il y en a un, c'est qu'on parle maintenant du coût des aliments. On parle de cette réalité-là qu'on tenait un peu pour acquis. On allait faire notre épicerie avant, on regardait plus ou moins. Les prix augmentaient, mais jamais avec des bons comme on connaît présentement. Alors, de 2000 à 2020, on a vu une augmentation du panier typique d'à peu près 170 %. Donc ça, c'est énorme sur 20 ans, mais il faut savoir que dans plusieurs catégories, il y a eu des moments très stables. Il y a plusieurs années où le prix des fruits et légumes augmentait à peine. Et là, on a, je dirais, un concours de circonstances. Ce n'est plus seulement le prix des denrées qui augmente, on a l'augmentation des coûts de main-d'œuvre, l'augmentation des coûts de transport, on a des incertitudes climatiques, on a la guerre en Ukraine, on en entend parler tous les soirs. Alors tout ça concourt pour créer la tempête parfaite. Une de ces augmentations-là, l'industrie aurait pu quand même absorber certains de ces coûts-là. Mais lorsqu'on additionne tout ça, ça fait qu'on voit une flambée des prix dans plusieurs catégories. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça, pour les familles? Alors, concrètement, une famille de 4, mon collègue Sylvain Charlebois de l'Université de Dalhousie a réalisé plusieurs études là-dessus. Lorsqu'on regarde la dépense alimentaire sur un an pour une famille typique de 4 personnes, donc 2 adultes et 2 ados, j'allais dire typique, mais on sait que les ados, ça a des gros appétits quand même. On voit la dépense chiffrée l'année dernière à un peu plus de 13 000 $. Ça frôle les 14 000. Cette année, on voit une augmentation d'à peu près 1 000 $ et je crois personnellement que ça, c'est un petit peu sous-estimé parce que là, on voit l'impact de la guerre en Ukraine, on voit l'augmentation du prix du blé, de plusieurs autres denrées. Alors, il y a fort à parier qu'on va continuer à avoir des augmentations, malheureusement. Est-ce que c'est sur tous les aliments que ça arrive ou juste sur les aliments de luxe? Bon, tout le monde, je pense qu'il y en a certains qui savent que j'ai fait mon doctorat sur le chocolat. Alors, le chocolat, il n'y a pas beaucoup d'augmentation de prix dans le chocolat. On remercie le bon Dieu, ça, c'est un aliment essentiel, en tout cas, en ce qui me concerne. Mais il y a des catégories, il faut creuser un petit peu. Il y a quand même, on peut flairer les bonnes affaires. Encore dans cette espèce de côté positif de la pandémie, je pense qu'il y a des catégories qu'on apprend à redécouvrir. Les aliments surgelés, par exemple, qui avaient connu de très grandes avancées en qualité, et faut le mentionner. Et bien là, on commence à se tourner vers ces aliments-là. On commence à explorer peut-être des groupes, des catégories d'aliments qu'on avait oubliés, qu'on avait délaissés, peut-être des coupes de viande qui avaient moins la cote. On commence à s'y retourner. Et là, on voit qu'il y a quand même des bonnes affaires à flairer ici et là, mais il faut faire ses devoirs. C'est ça, c'est que c'est tout le monde qui doit faire ses devoirs maintenant. Tout à fait, oui. Je pense que, évidemment, on peut penser aux plus démunis d'entre nous. Une augmentation de la facture d'épicerie, il faut serrer la ceinture, c'est dramatique. On le voit très, très bien avec une augmentation de l'achalandage dans les banques alimentaires, par exemple. Même pour les familles moyennes et un peu mieux nanties,
Avec l'augmentation des taux d'intérêt qu'on connaît, le prix de l'hypothèque, vos paiements d'hypothèque augmentent, et bien là, on se tourne à l'épicerie et on dit, mon Dieu, j'ai une augmentation. On l'absorbe pendant un temps, puis après ça, on commence à se dire, bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour pallier cette réalité brutale-là? Parce qu'on parle de centaines de dollars à chaque mois. Et si on ne les a pas, bien, il faut s'adapter. Oui, couper sur les voyages, sur les vêtements, ça se fait, mais sur l'alimentation... C'est difficile. Oui. Et puis, ce qui est difficile aussi, c'est qu'on a tous droit à des gâteries. Hein? On va dire, couper sur la crème glacée, couper sur les aliments feel-good, hein, les aliments plaisir. Mais on a tous le droit, quand on rentre de travailler, après une dure journée, de se dire, je me paierai une petite gâterie. Vraiment. Et ça, ça finit par additionner puis à faire gonfler la facture d'épicerie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Laure Saulet, maintenant, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'une hausse du panier d'épicerie implique sur les habitudes alimentaires de chacun d'entre nous? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse à cette question. Comme ça a déjà été décrit par mon collègue, les prix augmentent, alors ça coûte plus cher. Le même panier d'épicerie que vous achetiez il y a un an va vous coûter plus cher. Mais effectivement, ça se comprend dans un ensemble de choses qui augmentent en même temps. Et qu'est-ce qui augmente en même temps? On a parlé de l'énergie, du logement. Et puis, quand on est une famille et qu'on a un budget alimentaire et un budget énergie et un budget logement, etc., eh bien, on a ce qu'on appelle les dépenses engagées. Donc, celles-là, on ne peut pas tellement les couper. Puis le budget alimentaire, malheureusement, celui-là, il n'est pas engagé. Et c'est là-dessus, souvent, qu'on va couper. Et puis, c'est aussi celui-ci qui va être probablement le plus visible. C'est-à-dire, les augmentations, on va le voir, hein, quand on fait ses courses toutes les semaines ou deux fois par semaine, on connaît les prix des aliments. Et puis, quand ils augmentent très, très vite, c'est très visible. Alors ça, c'est la réponse, je dirais, d'économistes de base. C'est les prix augmentent, on a à la fois un budget qui se réduit en plus, parce qu'on n'a pas forcément son salaire qui a augmenté aussi vite, voire qui n'a pas augmenté du tout. Donc on a moins d'argent, on a des prix qui augmentent, et on a également un autre aspect qui est un aspect de santé mentale. On en a parlé tout à l'heure, je pense qu'Élise en parlait. On a des familles, notamment si on pense à des familles monoparentales, à des familles, mais même des familles, je dirais, plus classiques, si on peut utiliser ce terme-là, qui vont avoir beaucoup de pression, qui vont ressentir cette angoisse, parce que nous, on parle de l'inflation, on parle de toutes ces choses-là, on parle de pandémie, de guerre. On est dans une situation dans laquelle on a beaucoup de pression extérieure, et puis de la pression aussi dans notre quotidien. Et ça va faire aussi qu'on ne prend pas les mêmes décisions alimentaires. On va peut-être se reporter sur certains produits de moins bonne qualité nutritionnelle, de moins bonne qualité environnementale, parce qu'on fait des choix un petit peu sous pression. On n'a pas forcément... on dit beaucoup, je lis beaucoup ça dans la presse en ce moment, que les gens magasinent plus, vont plus regarder les coupons, etc. Alors c'est vrai dans une certaine mesure, mais il faut aussi bien dire que quand on est une famille monoparentale et qu'on a 3 jobs, si je fais un petit peu la caricature, qui n'en est heureusement pas toujours une, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps d'aller faire 4 enseignes, de trier ses coupons, etc. Donc probablement que c'est quelque chose un petit peu entre les deux qui se passe dans la plupart des familles. Mais ce qui est certain, c'est que les habitudes changent. Les comportements, en tout cas, changent. Les habitudes, ça, il nous faudra le recul pour voir si elles ont vraiment changé. Mais les comportements, en réponse à cette situation un petit peu inédite pour plein de familles, ça n'arrive pas. C'est pas quelque chose dont on parlait encore il y a quelques années et il y a quelques mois même. Voilà, les choix changent, les habitudes se modifient, mais pas forcément dans le bon sens. Mais vous avez apporté un point vraiment intéressant auquel je n'avais pas pensé en réfléchissant à la question. Des fois, on se dit, on achète d'autres aliments, on regarde les coupons, puis on a juste à cuisiner plus. Mais quand on a beaucoup de travail, quand les enfants, on doit aller les chercher à la garderie, on n'a pas le temps nécessairement de faire tout ça. Comment elles peuvent réagir, cette fameuse famille monoparentale là, dont vous parlez? Alors, c'est sûr que le temps, c'est une variable qui,
bizarrement, on n'est pas tellement pris en compte quand on analyse les effets de l'inflation. En tout cas, ce n'est pas celle à laquelle on pense en premier. Mais elle est effectivement à la fois très importante et puis c'est assez inégal dans la population. C'est un peu comme quand on a dit beaucoup pendant la pandémie, ah, les gens se sont mis à tous beaucoup cuisiner leur pain. Alors oui, certainement qu'il y en a qui ont fait ça, puis peut-être dans la salle, certains d'entre vous l'ont fait. Mais à nouveau, hein, si on a 3 jobs et 4 enfants, on n'a pas forcément plus fait de pain, c'est pas forcément vrai. Alors c'est vrai que d'avoir ce regard un petit peu sur les populations les plus vulnérables, ça nous permet de voir un peu les choses autrement. Mais il y a aussi d'autres choses qui se passent. Il n'y a pas que l'inflation dans l'alimentation. Il y avait des habitudes qui étaient déjà en train de changer. Et notamment, il y a une chose qui est en train de changer très rapidement dans les habitudes des consommateurs, et puis en particulier catalysée par la pandémie, c'est l'usage du numérique. Alors, tout à l'heure, mon histoire de coupon, là, j'en discutais en venant avec une de vos collègues. Il y a des applications maintenant pour les coupons. Oui. Alors ça facilite, entre guillemets, les choix. Il y a de plus en plus de gens qui font leurs courses par des applications aussi, qui vont se faire livrer, etc., avec des coûts supplémentaires. Pas toujours abordables non plus par tous, mais qui vont être des façons de gérer ce manque de temps, qui est le manque de temps et l'anxiété quand même généralisée, qui sont quand même des éléments importants qui participent de cette situation un petit peu exceptionnelle de crise qu'on connaît actuellement. Oui, l'anxiété, c'est tellement présent parce qu'en tant que parent, oui, tu vas offrir le meilleur à tes enfants, mais d'abord, la nourriture, hein, c'est ça. Alors, les habitudes sont en train de changer, mais on est encore en train d'observer, de voir ce qui va se passer, si je comprends bien. Oui, exactement. On n'a pas beaucoup de recul, comme la situation est exceptionnelle. Et puis, voilà, vous m'auriez interrogé il y a 6 mois, j'aurais peut-être pas eu le même discours. Et c'est ça qui est un petit peu compliqué dans la situation actuelle. C'est-à-dire il y a des mouvements de fond, hein, la durabilité de l'alimentation, le réchauffement climatique, toutes ces choses-là qui sont très présentes dans l'esprit des consommateurs. Plus, si vous ajoutez à cela le contexte économique actuel, on se pose beaucoup de questions, on prend beaucoup d'informations un peu partout, puis parfois on est submergé par cette information, on ne sait pas forcément la trier, d'où l'importance d'actions comme celles qui sont faites par la Fondation pour vraiment équiper les gens des bonnes clés aussi pour prendre les bonnes décisions sur le long terme et pas juste en réponse à des situations comme ça de crise, de tension. Oui. Quand on est au supermarché, voilà, gérer la tension et c'est pas forcément évident. Monsieur Fournier, je vous vois depuis tantôt, là, vous hochez de la tête. Là. C'est un sujet qui vous interpelle beaucoup, hein? Oui, tout à fait. Moi, je travaille donc à l'Observatoire québécois des inégalités et on travaille sur cette question-là depuis plusieurs mois. On a fait une grosse consultation aussi. Donc, on travaille sur l'insécurité alimentaire en particulier, qui se définit comme, qui consiste en fait en un accès inadéquat ou incertain aux aliments en quantité et en qualité suffisante, en raison d'un manque de ressources financières. Donc ça, c'est la définition de base qui fait consensus. Et la mesure, comment ça se mesure, l'insécurité alimentaire, parce qu'on a besoin de la mesurer pour avoir des politiques publiques qui soient cohérentes, c'est avec un questionnaire, 18 questions, et quand on fait l'analyse qui est faite par Statistique Canada, en fait, à chaque année, depuis 3 ans, 4 ans, il y a 3 niveaux, 3 degrés d'insécurité alimentaire. Donc, il y a la marginale, il y a la modérée et il y a la grave. La marginale, c'est je suis incertain, je ne suis pas sûr d'être capable de pouvoir acheter tout ce que j'ai besoin d'acheter, en tout cas dans une semaine, 2 mois, je ne suis pas sûr. Modéré, c'est il faut carrément que je me prive d'acheter tel aliment. Grave, c'est je me prive une journée complète, ça peut être plus, pour que mes enfants puissent manger comme il faut. Alors, quand on parle de statistiques, en 2018, au Québec, 2018-2020, ça oscille entre 11 % et 14,5 %. Là, on parle de 1 million de personnes, là. Un peu plus, un peu moins.
Donc, et on parle d'un enfant sur 6, et donc 700 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave. Et qui sont ces gens-là, au-delà des statistiques, là? Bien, c'est ça, les populations, c'est assez révélateur. C'est des gens qui ont un faible revenu, qui sont sur l'aide sociale, sont beaucoup de personnes qui habitent seules ont tendance à les oublier, surtout la tranche 55 à 64. Eux autres, ils sont vraiment très victimes d'insécurité alimentaire, et les familles aussi, en particulier les familles monoparentales. Et puis, bien sûr, comment oublier les Premières Nations et les Inuits? Alors, les Premières Nations au Québec, c'est 2 personnes sur 5 qui est en insécurité alimentaire, 40 %. Et dans le Nunavik, c'est 3 personnes sur 4 qui sont en insécurité alimentaire. C'est renversant quand même. Tout à fait. Et puis ça, bon, c'est ce qui, en fait, quand on pense aux causes de tout ça, bien sûr, ce qui unit tout ça, si je peux dire, le point commun, c'est le manque de revenus. Donc, c'est un pouvoir d'achat insuffisant. Et donc, pourquoi? Souvent parce que les emplois sont précaires ou mal payés. 2 tiers des personnes en insécurité alimentaire travaillent, ont comme principal revenu des revenus d'emploi. Donc, c'est dire à quel point leurs emplois sont précaires et pas bien payés. Et évidemment, bon, il y a aussi le prix, il n'y a pas juste le manque de revenus, mais il y a le coût de la vie aussi, le logement. Le logement, on sait à quel point le logement, donc logement, transport, alimentation, ça prend un gros coup là, dans le budget de personnes à faible revenu. Et puis, évidemment, je vais juste finir là-dessus, mais évidemment, les causes structurelles, les causes des causes de ces causes-là, c'est les causes qui provoquent les inégalités sociales dans notre société. Là, on parle de structures socio-économiques, on parle de mécanismes de redistribution de la richesse, on parle de règles du marché, on parle de diverses formes de discrimination qui touchent diverses formes de personnes. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a des solutions? Je sais que c'est une bien grosse question, mais ce n'est pas vous qui allez régler ça tout seul aujourd'hui. Est-ce qu'on a une heure? Oui, si vous avez des solutions, on a tout notre temps. Disons que je vais mettre la table sans jeu de mots. Bon, d'abord, il faut regarder, avant de penser solution, il faut regarder qu'est-ce qui se fait. Oui. Et il y a beaucoup d'interventions communautaires fabuleuses, dont Holo, qui est irremplaçable, hein? Qui a besoin de tout le support possible, gouvernemental, privé, tout ça. Donc, moi, je les catégorise en 3, les types d'interventions communautaires. Donc, soulager, outiller et améliorer l'environnement alimentaire. Donc, soulager, c'est les services d'aide alimentaire. Offrir des denrées, offrir des repas préparés, les programmes d'alimentation scolaire aussi, les coupons alimentaires. Outiller, c'est aider, c'est regrouper des personnes, des activités participatives, des cuisines collectives, des jardins communautaires. Donc, pour outiller les gens, pour les aider à se nourrir à pas trop cher et avec des aliments frais. Environnement, le 3e niveau, améliorer l'environnement alimentaire, ça, c'est créer des lieux comme des marchés publics, des marchés saisonniers, des épiceries communautaires, des épiceries solidaires, où il y a un accès pas trop cher, moins cher en tout cas qu'au supermarché, aux produits frais locaux. Donc ça, c'est très utile pour les endroits où il y a des déserts alimentaires. Donc, ça, ce sont des interventions communautaires très importantes, mais on réalise quoi? On réalise que l'aiguille de l'insécurité alimentaire ne bouge pas. Pourquoi? C'est-tu parce que les interventions communautaires, c'est pas si bon que ça? Pas du tout. Elles sont irremplaçables et nécessaires et doivent être mieux
appuyées. Mais c'est simplement parce qu'elles ne sont pas conçues, les interventions, pour réduire durablement et prévenir l'insécurité alimentaire. Il faut, en fait, ajouter sur le continuum de la lutte à l'insécurité alimentaire un autre bras, un autre morceau qui est, OK, là, les causes structurelles, c'est le manque de revenus. Donc, il faut agir sur le pouvoir d'achat. Comment on fait ça? Bien, je n'ai pas la solution, mais il y a différentes... avec la consultation qu'on a tenue, il y a différentes mesures sur le revenu. Est-ce que c'est un revenu minimum garanti, annuel garanti? Serait-tu bon, ça? Est-ce qu'il faut... Non, il faut plutôt une combinaison de mesures sectorielles, travailler sur les crédits d'impôt, travailler sur le salaire minimum, améliorer l'aide sociale. Est-ce que c'est donc une combinaison de tout ça? Ou est-ce que c'est aussi travailler sur réduire la facture du logement, intervenir sur le transport, sur l'alimentation? On sait avec l'inflation, là, ou une autre idée qu'on a entendue, c'est de proposer une assurance alimentaire, c'est-à-dire des coupons alimentaires aux familles à faible revenu. Alors, je vais finir là-dessus. En fait, c'est qu'il y a bien des gens qui ont bien des bonnes idées, mais c'est chacun dans son domaine, dans son silo. Je pense qu'on est dû, là, pour... Ça fait longtemps que ce discours-là, ce que je vous tiens là, comme discours, il n'y a rien de nouveau, là. Et donc, ce qu'on a besoin, là, c'est de s'assembler ensemble, sortir de nos petits silos et peut-être à l'occasion d'un sommet sur l'insécurité alimentaire. On est bon au Québec pour les sommets, on était bon en tout cas déjà. Alors pourquoi pas mettre tout le monde ensemble, puis en se disant, OK, là, on travaille sur le filet social, parce qu'il y a bien des gens qui travaillent sur la pauvreté aussi qui vont être intéressés par ça. Et de parler d'insécurité alimentaire, ça vient toucher plus aux tripes les gens, y compris les politiciens, que de parler simplement de pauvreté, parce que pauvreté, c'est devenu tellement abstrait. Insécurité alimentaire, c'est, hey, il y a des enfants là, qui ne mangent pas là, à leur faim. On est dans un pays développé. Donc, pour un sommet sur l'insécurité alimentaire. Wow, merci. C'est rassurant de savoir que vous êtes là et que vous en occupez. Tous les quatre, d'ailleurs. Je vais avec vous, Mylène Duplessis-Brochu. Vous travaillez à la Fondation Holo, donc depuis presque 9 ans. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous êtes restée à la Fondation si longtemps? C'est la mission, c'est à quel point c'est motivant justement de pouvoir contribuer à aider justement là, les familles qui vivent justement un quotidien là, un petit peu plus avec des défis, mais vers lesquels on peut les tendre vers quelque chose de plus positif. On le mentionne depuis tout à l'heure, l'insécurité alimentaire et les enjeux d'accès à des aliments, c'est quelque chose que ça fait longtemps que ça fait partie des préoccupations là, des familles qui sont suivies avec Holo. Par contre, depuis la pandémie, depuis l'augmentation du coût du panier d'épicerie et l'augmentation du coût de la vie en général, c'est une préoccupation qui est encore plus au cœur là, des actions, puis les intervenantes nous le rapportent, que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les familles. Pour les familles qui ont 2 revenus, même eux le sentent la pression sur leur facture d'épicerie. Alors, imaginez le stress que ça apporte justement pour des familles qui vivent sous le seuil de faible revenu, c'est des grosses préoccupations. On l'a mentionné, le budget il est limité. Quand on regarde l'ensemble de la pochette de l'enveloppe budgétaire, au-delà du logement, du transport, mais souvent l'alimentation, c'est la pochette qui est la plus compressible. Donc souvent les familles doivent se retrouver à l'épicerie et faire des choix déchirants, mettre de côté justement là, des aliments qui sont peut-être plus nutritifs, des aliments de variés, justement diversifiés, parce que de peur de justement de ne pas savoir est-ce que cet aliment-là va justement être en mesure de combler les besoins de toute ma famille. Ils vont donc miser davantage sur la quantité que la qualité. Une des stratégies qu'on sait qui est quand même gagnante là, pour diminuer la facture d'épicerie, c'est de se retourner vers des aliments qui sont de base, qui sont moins transformés, donc moins de manipulation, donc moins de coûts. Donc, c'est des stratégies qui sont souvent connues par les familles.
Mais c'est difficile pour d'autres familles qui, justement, peut-être leur niveau de connaissance, de compétences culinaires est moins présent s'ils ne savent pas, justement, comment transformer des légumineuses ou du tofu pour que ça soit savoureux, que ça soit apprécié de tous et que ça se ramasse, justement, dans le ventre plutôt qu'à la poubelle. Donc, c'est des choix déchirants. Et malheureusement, bien, les intervenantes holo du terrain nous le disent, les familles qui sont dans les suivis holo cuisinent très peu, voire pas du tout, et ils ne sont pas dans un contexte justement pour explorer. Donc, c'est vraiment un contexte qui est complexe, qui apporte justement là, des défis dans l'accompagnement des familles. Puis, bien, justement, lorsque les familles sont préoccupées par d'autres situations, par exemple, parce que je vais être capable de payer mon logement à la fin du mois, ils sont moins ouverts à assimiler des informations sur comment bien manger, comment cuisiner et manger en famille. Par contre, c'est ça, les intervenantes holo sont là pour apporter du support, puis accompagner les familles là, en fonction de où ils sont rendus là, actuellement dans leur vie. Quelles sont les conséquences sur les petits? Bien, c'est ça, malheureusement, l'insécurité alimentaire, ça apporte énormément de stress, peu importe à quel moment dans la vie ça l'arrive. Par contre, lorsque ça l'arrive pendant les 1000 premiers jours de vie, on le sait, c'est une période qui est charnière par rapport au développement de l'enfant. Ça peut avoir des impacts importants sur son développement cognitif, moteur, neurophysiologique. On pense à des troubles d'hyperactivité, des troubles d'inattention. Donc, c'est vraiment important là, d'agir à ces niveaux-là. Si on regarde même au niveau de la grossesse, si la femme vit de l'insécurité alimentaire et n'est pas en mesure de combler ses besoins nutritionnels, bien, son fœtus est en croissance exponentielle, donc ça va avoir des impacts malheureusement sur son développement, sur sa santé à plus long terme. Donc, c'est vraiment très préoccupant. D'autant plus que la période de la petite enfance, bien, c'est aussi la période parfaite pour favoriser l'acquisition des saines habitudes alimentaires tôt dans la vie pour leur permettre d'avoir des bonnes habitudes à plus long terme. On en profite aussi de cette période-là, justement, pour encourager les parents à changer leurs habitudes, peut-être à apporter des changements positifs, justement. Mais lorsque le budget alimentaire est plus serré, c'est plus difficile, justement, d'exposer les enfants à une grande variété d'aliments. Peut-être que les parents, justement, qui cuisinent moins, vont opter plus souvent pour des aliments qui sont riches en sel, riches en sucre, ce qui va faire en sorte que bien, les enfants vont être exposés à ces aliments-là, vont développer des préférences alimentaires pour ces aliments-là, ce qui est dommage parce que c'est à cette période-là que les enfants sont curieux. Ils veulent avoir accès à toutes sortes de saveurs pour développer justement leur appréciation alimentaire. Et bien, si justement la diversité elle est plus limitée, bien, peut-être que ça va faire des enfants qui sont plus difficiles, plus capricieux et plus sélectifs. Une autre préoccupation aussi qu'on a, c'est si justement certains aliments qui sont plus dispendieux, comme la viande, sont de plus en plus absents au menu parce qu'on le sait que la viande, bien, elle coûte très cher, mais qu'elle n'est pas remplacée par d'autres aliments nutritifs, là, comme des protéines végétales, parce que les parents ne savent pas nécessairement comment les cuisiner. Bien, ça peut entraîner des déficiences là, au niveau des nutriments à long terme. Donc, peut-être qu'il va y avoir moins de protéines au menu, peut-être qu'il pourrait y avoir moins de fer, donc de l'anémie. Et ça aussi, ça peut avoir des conséquences très négatives là, sur le développement de l'enfant en général, mais aussi sur sa concentration, etc. L'autre préoccupation qu'on a aussi, c'est que les parents, bien, c'est les premiers modèles des enfants. Les enfants les imitent beaucoup. Et là, bien, on le mentionnait tout à l'heure, certains parents vont peut-être même se priver là, lors des repas pour laisser plus de nourriture à leurs enfants, ce qui est malheureux parce que justement, l'enfant ne sera pas en mesure de voir justement qu'est-ce que c'est des comportements alimentaires sains, puis en plus, bien, ça va avoir des impacts sur la santé des parents. Et aussi, si le parent ne sait pas justement quand est-ce que l'enfant va avoir accès à un repas complet ou peut-être à cet aliment-là de nouveau, il pourrait être tenté de lui faire de la pression pour manger plus, pour combler ses besoins. Mais ça ferait en sorte aussi que bien, on va passer au-delà des signaux de faim et de satiété de l'enfant, qu'on sait que c'est un outil qui est très précieux pour justement être capable de savoir justement quelle quantité il devrait consommer. Donc, si l'enfant comprend qu'il doit passer outre ces signaux de faim et satiété,
à la longue, ils risquent de les perdre. Et là, bien, ça aussi, ça peut avoir des conséquences négatives là, sur le développement de troubles de comportement alimentaire ou peut-être même de l'obésité. Donc, on voit que la période des 1000 jours, bien, c'est très malheureux là, lorsque justement des situations comme ça arrivent. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout dans notre possible pour leur offrir du support, justement. Un des outils, c'est d'ailleurs un blog, je pense, hein, que vous avez? Effectivement, nous, on développe toutes sortes de ressources pour rendre les familles autonomes là, dans leur choix alimentaire, mais aussi dans leur optimisation de ressources. Donc, on essaie de multiplier les occasions d'apprentissage, que ce soit des capsules vidéo courtes, que ce soit des articles qui sont vraiment en langage clair, simple, très vulgarisé. On a aussi des outils, des aides-mémoires qui sont ludiques, colorés, très dynamiques. Tout ça pour apporter justement des trucs que les familles vont pouvoir intégrer au quotidien dans leur pratique. On a aussi des recettes, par exemple, qui sont super illustrées. Si on regarde autant les ingrédients, donc on va être capable de les repérer facilement dans notre garde-manger ou même à l'épicerie, et même les étapes des recettes sont toutes illustrées. Donc, pour les familles qui ont moins d'habitudes culinaires, bien, ça va être possible pour eux de les suivre. Donc, toutes nos ressources, justement, on les réfléchit vraiment pour faire en sorte que ça va accompagner les familles qui ont peut-être, justement, des enjeux au niveau de la lecture, au niveau, justement, peut-être que le français n'est pas leur langue première, mais aussi pour lesquels, justement, il y a peut-être des préoccupations au niveau financier. Donc, spécifiquement, on est en train de développer justement un dossier justement pour diminuer la facture d'épicerie. Et là, on les accompagne à tous les niveaux, que ce soit justement à l'achat des aliments, mais aussi comment les manipuler en cuisine, mais toutes les étapes, là. Donc, on veut vraiment les aider au niveau de la planification de leur menu, au niveau de la gestion des inventaires, du garde-manger, la gestion des restes, comment optimiser les aliments pour les utiliser au complet, comment diminuer le gaspillage alimentaire. Donc, c'est vraiment des ressources qui sont disponibles pour tous. Donc, toutes les familles pourraient bénéficier de ces ressources-là. Donc, oui, elles sont disponibles sur le blog éducatif de la Fondation Holo, le blog Holo, mais elles sont aussi utilisées beaucoup dans le cadre du suivi Holo par les intervenantes Holo, donc pour justement les accompagner individuellement pour leur offrir des ressources en fonction de leurs besoins, de leurs objectifs, de leur réalité. Donc, c'est vraiment comme ça aussi qu'elles sont réfléchies. Et nous, ça nous alimente beaucoup pour toujours être plus proche du terrain, toujours améliorer nos ressources, faire en sorte qu'on va être capable d'offrir des ressources plus adaptées. Bien, finalement aussi, une des stratégies qu'on fait et qu'on met beaucoup de l'avant, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est l'arrimage avec la communauté, parce qu'on le sait que les organisations de la communauté, par leur complémentarité d'action, peuvent justement venir offrir un continuum de services aux familles pour les aider dans l'acquisition des saines habitudes alimentaires. Donc, en travaillant de pair avec le réseau de la santé et les organisations de la communauté, bien, on peut créer des ponts pour justement offrir plus de soutien aux familles, qu'on pense justement aux banques alimentaires qui vont leur permettre d'avoir accès à des aliments, qu'on pense à des ateliers de préparation de purée, de congélation d'aliments, de préparation d'aliments à base de protéines végétales ou même des cuisines collectives. Mais ça permet d'offrir aux parents justement un contexte favorable pour explorer les aliments, pour développer leurs compétences culinaires dans un contexte non menaçant, dans un contexte qui va être justement facile de développer et qui va les aider là, à développer là, et à acquérir des saines habitudes alimentaires. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous les quatre. On va ouvrir une période de questions, mais juste avant, je me demandais si en écoutant vos collègues, vous aviez quelque chose à ajouter. Moi, ce qui me vient en tête, c'est vraiment toute l'importance de la littératie alimentaire et culinaire, parce qu'on parle beaucoup du gaspillage alimentaire. Je suis content de voir que vous travaillez dans ce sens-là. Et c'est sûr que si on n'a pas les connaissances, déjà, à l'épicerie, c'est facile de se faire séduire par les sirènes de l'industrie, disons-le. Ensuite, lorsqu'on arrive à la maison, si on n'a pas les connaissances, bien, encore là, ça peut être difficile d'étirer son dollar alimentaire. Alors, je pense que ça, c'est vraiment, vous parliez de causes fondamentales. Ça, pour moi, c'en est une. On a passé à côté de la traque il y a plusieurs années lorsqu'on a fait des changements au curriculum. Et je pense qu'on doit revenir à partager ces connaissances-là pour que les jeunes, j'enseigne à l'université, ils arrivent à 18, 19 ans, il y a encore un problème là. Ils quittent la maison pour la première fois. C'est papa, maman qui s'occupaient de l'épicerie. Et là, on est laissé à nous-mêmes. C'est facile de commander sur Uber Eats, surtout quand c'est papa et maman qui reçoivent la facture. Là. Mais on ne développe pas des habitudes saines de ce côté-là. Enfin, je pense que ça serait intéressant de voir plus d'efforts dans ce sens-là.
Il y a effectivement déjà pas mal d'efforts pour ce que j'appelle outiller là, les personnes pour vraiment maximiser. Il ne faudrait pas oublier quand même que, bien, c'est ça, je veux dire, il y a des gens qui ont des bons revenus qui sont nuls en cuisine, puis des gens qui ont des faibles revenus qui sont pas pires, et puis qui regardent, j'en ai interviewé quand même plusieurs, et ils regardent, c'est des spécialistes, là, ils regardent les spéciaux, puis tout ça, puis ils me racontent là, exactement comment est-ce qu'ils font. Puis là, le mercredi, puis le jeudi, ils sont très, très organisés. Donc, je ne pense pas que la littératie, c'est fondamental le travail sur la littératie, mais ce n'est pas ça tout seul qui va régler le problème de l'insécurité alimentaire. Ça reste pour moi à la base, c'est un problème de manque de ressources financières. Mais cela dit, ça n'exclut pas, au contraire, puis ça, je veux que ça soit très clair, là. Quand je parle de mettre un bras de plus, là, c'est pas d'enlever, là, c'est juste de bonifier, d'ajouter cette réflexion, ces actions, ces interventions sur le filet de social, filet de sécurité sociale. Travailler sur plusieurs fronts en même temps. Exactement. Oui, moi je rejoins totalement mon collègue. C'est vrai qu'on est dans une situation où on aurait tendance à vouloir tout ramener au niveau individuel des décisions des consommateurs, alors qu'on est dans un problème systémique et qu'il faut aller chercher les causes au niveau structurel, tout en travaillant évidemment sur le quotidien des consommateurs comme vous le faites, et sur la littératie. Alors moi j'ajouterais la littératie aussi financière là-dedans, et puis je dirais une forme de littératie de la consommation, c'est-à-dire d'être capable de faire face à un environnement de marché qui est construit évidemment pour nous faire acheter, c'est normal, mais aussi qui est parfois pour certains source de problèmes, parce que quand on est à nouveau, hein, comme on le disait tout à l'heure, on l'a dit de différentes façons, quand on est sous pression, on est forcément plus vulnérable aux sirènes du marketing dont parlait Monsieur Lebel tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'il faut penser à ça, mais il faut aussi regarder les choses en prenant un pas de recul et pas seulement aussi regarder la filière. C'est-à-dire on a tendance souvent à dire le système alimentaire, c'est la chaîne de valeur du producteur au consommateur, ou de la fourche à la fourchette, comme on dit en Europe. Oui, mais il y a aussi tout un tas d'acteurs dans le système alimentaire qui ont de l'importance. Les associations, les fondations, mais aussi les scientifiques. Je voudrais ramener quand même la science un petit peu dans tout ça, donc les nutritionnistes notamment, mais pas que, et également tout un tas de parties prenantes, et évidemment la sphère politique, qui tous ces gens-là doivent dialoguer et aller dans la même direction si on veut sortir de la situation actuelle d'insécurité alimentaire. Et au sujet de ce problème là, qui est systémique, est-ce que vous sentez que vous êtes écoutés? Est-ce que les gouvernements s'y intéressent? On est en année électorale. Nous, à l'Observatoire, on est en train de préparer un rapport, justement avec un certain nombre de recommandations. Et puis, je pense que le simple fait qu'on ait passé à travers la pandémie et qu'on ait amélioré le filet social, le gouvernement a sorti de l'argent et, mon Dieu, on se rend compte que, dans le fond, il y a des surplus encore. Donc, je pense que les gens ont fait cette réflexion que, OK, là, ça a été 2 années difficiles. Il y a des gens qui ont souffert beaucoup. Et qui ont été aidés, oui, mais qui ont souffert. Et toute la réflexion qui s'est faite depuis 2 ans pour améliorer le filet de sécurité, de protection sociale, il y a énormément de réflexion qui se fait ici, aux États-Unis, en Europe. Je pense qu'on est mûrs, là. Puis je pense que, oui, les politiciens, pour répondre plus directement à votre question, on sent qu'il y a une plus grande écoute. Et l'insécurité alimentaire, les politiciens sont d'accord pour dire, ouais, il y a une équation entre l'insécurité alimentaire et le manque de ressources. Les documents gouvernementaux, là, tout le monde est d'accord avec ça. Ce qui manque, là, c'est peut-être une volonté politique de dire, OK, on s'assoit, là, comment on fait ça
Puis c'est quoi nos objectifs, puis comment on cible. Il faut cibler, il faut se donner des cibles, sinon ça va être du blabla. Oui, exactement. Eh bien, on va ouvrir une période de questions. Moi, je n'ai pas l'heure, je ne veux pas dépasser trop. On est correct encore? Parfait. Est-ce que dans... Je sais qu'il y a déjà des questions là, qui sont arrivées via la plateforme. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui veulent participer à la discussion? Pas pour l'instant. Alors, gênez-vous pas si ça vous vient. Question qui nous vient du Zoom. Est-ce qu'il y a des comportements nés de la pandémie qui vont perdurer? Confrontés à ce nouveau système alimentaire, comment les populations plus vulnérables vont réagir? Ça s'adresserait peut-être à vous, M. Lebel? Ça prendrait une belle boule de cristal pour répondre à ça. On en a parlé tout à l'heure durant la pandémie. Certains sont mis à faire du pain. On a vu toutes sortes de comportements. À titre anecdotique, mais assez révélateur, au début de la pandémie, les soupes Campbell, les ventes ont complètement décollé. J'en ai tellement acheté. Ben oui, parce que les casseroles de ci ou de ça, hein, ça prend une canne de soupe Campbell. Oui, on pensait qu'on serait dans notre maison pendant 8 ans. Mais avec le retour au travail, qu'est-ce qu'on a vu? Les ventes de soupe Campbell ont commencé à descendre. Donc, la grande question pour plein d'industriels et d'autres acteurs dans l'agroalimentaire, c'est quels sont les comportements qui vont perdurer, quels sont ceux qui vont changer et quels vont être les nouveaux comportements. Et même pour répondre à ça, et c'est là qu'on commence à comprendre que le système agroalimentaire, c'est ce que les ingénieurs appellent un système complexe. Il y a tellement d'acteurs, de parties prenantes. On tente de régler un problème à un bout, il y a quelque chose qui devient déréglé à l'autre bout. Et là, une des donnes qu'on n'a pas, c'est le retour au travail. Au centre-ville, on a des gratte-ciels qui sont vides. Et la question se pose, comment va se faire le retour au travail? On le voit, ça influence les restaurants, hein, tous ces points de vente-là. Ça influence les aliments, l'alimentation au foyer. Alors, est-ce que les soupes Campbell vont continuer à descendre ou est-ce que certains de ces comportements-là vont perdurer? J'aimerais penser que la nouvelle appréciation qu'on a eue pour retourner à la maison et cuisiner, parfois en famille, créer des moments spéciaux, au début de la pandémie, c'était merveilleux. Après quelques mois, on commençait peut-être à en avoir assez puis à chercher des solutions différentes. J'aimerais penser que ça va perdurer. Mais on sait que présentement, dans le système agroalimentaire, il y a deux grandes factions. L'alimentation au foyer, l'alimentation hors foyer. Et aux États-Unis, et je mentionne les États-Unis parce que dans 10 ans, ça va être ici, on le voit déjà, on a un troisième secteur qui s'appelle le grocerant, c'est-à-dire l'épicier qui devient restaurant, les restaurants qui s'invitent à la maison et devient épicier. On le voit, ça commence ici, des comptoirs de prêt à emporter, prêt à manger à l'épicerie, mais ça a une donne de santé publique sur le plan nutritionnel très importante. On ne sait pas ce qui se vend dans ces points de vente-là, ce sont souvent des aliments riches en gras, en sel et en sucre. Et on a plusieurs consommateurs qui se tournent vers ça. Parce que ça nous donne l'impression que c'est toujours santé. C'est comme fait maison. C'est pratique, oui. On joue beaucoup là-dessus. Il y a une belle apparence. Puis on met ça de l'avant en supermarché ou à d'autres points de vente. Mais c'est cher quand même. C'est cher. Et quand la facture arrive à la fin du mois, alors ça, et on le voit présentement, plusieurs restaurateurs se posent la question, quelle va être la balance maintenant entre la praticité, convenience, là, en anglais, parce que maintenant, avec la pandémie, hein, on prend notre réflexe, c'est pas « je vais arrêter chez fill in the blank, là, IGA, métro, où vous allez, en rentrant au travail ». Non, c'est « où est-ce qu'est mon téléphone? Je vais passer une commande ». Alors, à partir du moment où on a développé ce réflexe-là, quelle place est-ce que ça laisse dans le discours et dans la prise de décision? On parlait de littératie alimentaire. Quelle place est-ce que ça laisse aux éléments plus sensoriel, expérientiel, émotionnel de l'aliment, surtout en début de vie. Hein, on sait qu'on forme un attachement, la cuisine maternelle, etc. Alors, dans cette équation-là, c'est une grosse question, là, les 5-10 prochaines années, et on voit des grands joueurs mettre leur pion. On voit McDonald's, on en voit d'autres, des grands ténors de ce côté-là, qui misent beaucoup sur l'aspect pratique, hein, qui s'en vont vers le métavers, le metaverse. Là, et donc, là, ça, c'est une grosse zone grise et j'ai très hâte qu'on commence à réfléchir à ça. On commence à le voir de différents endroits. Très intéressant, merci. Avez-vous quelque chose à ajouter? Peut-être juste un autre mouvement qu'on semble voir aussi quand on regarde les données sur les consommateurs, c'est celui de la naturalité. Alors c'est un peu un fourre-tout, les produits naturels. On voit beaucoup les épiceries santé, etc. Alors là, on est
évidemment sur une catégorie de population qui a les moyens, mais on voit ça venir par différentes portes. Des aliments qui finalement sont affichés comme naturels, et puis un petit peu comme ce qu'on disait sur les ventes au comptoir, on ne sait pas forcément toujours ce qu'il y a dedans et ce qu'on veut dire par naturel, mais qui sont une forme de réponse à une question que je pense vous formuliez tout à l'heure. Comment est-ce que je fais pour bien consommer, pour donner le meilleur à ma famille, à mes enfants? Bon, on ne sait plus parce qu'il faut qu'on ne consomme pas trop transformé, que ça soit local, si possible bio, etc. Il y a beaucoup de choses. Et puis un consommateur, en plus dans l'environnement actuel de pression dont on parlait tout à l'heure, là ça fait trop de choses, trop de paramètres de décision. Et puis on voit des choses comme le naturel qui apparaissent comme des espèces de synthèse de tout un tas d'affaires. Et puis on se dit, tiens, c'est bien, je vais prendre ça, c'est naturel, donc j'ai fait le bon choix. Donc je crois qu'on aurait intérêt aussi collectivement à travailler vers une grande simplification de l'information qu'on donne, et puis une transparence. Hein, ça c'est quelque chose que les consommateurs demandent massivement, c'est de la transparence dans qu'est-ce qu'il y a dans les produits et puis c'est quoi le bon choix finalement. Et ça c'est vraiment un gros travail qu'on a à faire. Et peut-être que les applications et puis nos téléphones intelligents vont nous aider, peut-être vont-ils nous manipuler aussi, c'est pareil, on reviendra dans 5 ans. La réflexion qui me vient, c'est avec la croissance de la biologie synthétique et les grands de Silicon Valley qui se lancent dans l'agroalimentaire, qui s'invitent à la table, qui s'invitent dans l'agroalimentaire pour développer des brevets, des trucs comme ça, essentiellement pour prendre le contrôle de la production des fermiers, de nos producteurs, et flairer la bonne affaire, ça devient un gros problème parce qu'on peut maintenant produire du bœuf, du fromage, plein de trucs en laboratoire. Alors, et là, on commence à comprendre sur le plan nutritionnel que ce ne sont pas tous des aliments complets. Le lait, je pense au lait qui a 400 composantes, et là, on commence à comprendre qu'il y a de ces petites composantes-là qui ont des impacts très importants et on ne peut pas les reproduire en laboratoire. Alors, de ce côté-là, je pense que les 10 prochaines années là, vont être très importantes. Très intéressantes. Je vais juste prêcher pour ma paroisse aussi. Quand on parle d'alimentaire, alors, il y a tellement de possibilités. Sécurité alimentaire, industrie agroalimentaire, environnement, gaspillage alimentaire. Il y a... Souvent, je me fais interpeller par des amis ou des collègues. « Ouais, tu parles d'insécurité alimentaire, mais tu as oublié l'effet, voyons, les changements climatiques et puis tout ça. » Puis, tu sais, oui, mais wow, là. Justement, souvent, la sécurité alimentaire se fait mettre sous le tapis de la sécurité alimentaire. Ah, on fait une belle politique en sécurité alimentaire. Il y a ça... sur l'insécurité alimentaire, où on fait un colloque sur la sécurité alimentaire, puis le vendredi après-midi, de 4 à 5, c'est sur l'insécurité alimentaire. Alors, je reviens toujours avec cette idée-là. C'est pas pour dire non, il n'y a pas d'enjeu pour l'agroalimentaire. C'est sûr qu'il faut réviser, réformer notre industrie pour la rendre plus performante, plus proche du local. Il y a tellement de choses à faire, mais n'oublions pas, il y a une focale à placer sur l'insécurité alimentaire des ménages. Merci beaucoup, ça va être notre mot de la fin. Merci à tous les quatre, c'était très, très intéressant. Bravo.